بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جرت العادة أن أتشرف بترأس محاضرة كهاته وأن أبدأ وأنا جالس، لكن احتراما لحضوركم واحتراما كذلك للموضوع رأيت وارتأيت أن أقوم بمداخلتي بداية باللغة العربية كتعبير عن السيادة. فلا يمكن لنا أن نتحدث عن السيادة الاقتصادية دون أن نتحدث بلغتنا الأم وهي اللغة العربية. أشكركم على حرارة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر غير غريب في بلد كالمملكة المغربية الشريفة، بلد حفاوة وانفتاح وأمن وأمان وازدهار تحت القيادة الرشيدة لمولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. نشكر أهل الشمال كذلك، وأخص بالذكر أهل طنجة على حفاوة الاستقبال، وكل من انتقل من مدن أخرى قريبة كانت أو بعيدة ليشرفنا بحضوره معنا اليوم. أشكركم على حرارة الاستقبال، والحرارة حرارات، ونحن في شهر نوفمبر والحرارة تقارب من 30 درجة، وهو دليل على أن مخاطر الاحتباس الحراري لم تعد مخاطرا فقط، بل صارت واقعا نعيشه، ويجب أن نجد حلولا معا في أقرب الأوقات. حرارة كذلك الوضع الجيوسياسي في العالم، ونحن جميعا مفعمون بمشاعر إنسانية جياشة، وموقف المملكة المغربية من الموضوع واضح وضوح الشمس، قاطع كالسيف. وبما أننا نتكلم عن الحرارة، اسمحوا لي أن أعبر مرة أخرى عن حفاوة الاستقبال، وأن ننتقل من الحديث باللغة العربية، اللغة التي أقدرها وأحترمها كثيرا، إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية اللتان سوف تواكبانا معا في هذه المحاضرة. مرحبا مرة أخرى. سؤال بسيط احتراما لكن ولكم جميعا: هل تفضلون أن أكثر الحديث باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؟ لا، باللغة الفرنسية والإنجليزية عفوا. الشباب سوف يفضلون الإنجليزية، وهذا دليل على أن المغرب يتغير. سوف أحاول الحديث بهما معا حتى نشبع تطلعاتكم جميعا. Don't worry my dear brothers, my dear friends. I'm switching to English and to French. I make it a point of honor, since we are speaking about sovereignty in our continent, to start by speaking in Arabic. And if I had the pleasure of learning other languages that are constitutional in my country, I would have done so again. Whenever I am in an African country, and the brothers, and Mr. Yusuf actually can be a good witness of that and high witness of that, I make it a point of honor to learn words in the local languages and to speak at least actually few words in the local languages as a way of showing respect to the countries where we go. Respect to the culture, respect to the civilization, because colonialism was before many things a conflict of civilizations, and was before many things, before being military colonialism, political colonialism, economic colonialism, it was about colonialism of minds. Those days are over. Today we work hand in hand, together as Africans, proud, with dignity, but also with open arms to our dear friends in the north and all around the world. Our team today is very dear to my heart. It's sovereignty, not just territorial, because territorial sovereignty is not and will not be subject of discussion in any of our sovereign countries in Africa or around the world. The Moroccan position is very clear on that. And our national causes is the priority of our, not just actually international relations, but also of our model of development in the inside. But we are talking also about political, diplomatic, cultural, and also economical sovereignty. That is the main theme of our discussion this morning. But whenever we talk about sovereignty, ladies and gentlemen, people may ask, what does sovereignty mean? And many people think that there is only one definition, and this is not at all the case. If we look actually into the Greeks, Plato, Aristotle talked about sovereignty. Some actually linked it to power, some linked it to independence, and others linked it also to human dignity. And I like also this very last actually definition. So my first actually question before joining the panel and sitting will be automatically, what does sovereignty means for all our dear panelists? How they look into it also from an African, but also an economical perspective. And this is a dynamic panel, a high-level panel, by the level and also by the expertise of our dear panelists, but also by your presence. We want it to be dynamic. Prepare your questions, if any, because we want to listen to you as well, and not just to ourselves. Thank you very much.
Par respect à l'ordre protocolaire et par plaisir aussi, j'aurai l'immense plaisir de donner la parole immédiatement à son Excellence, Dr Areke Metik, ancien ministre, conseiller spécial du Premier ministre d'Éthiopie, un pays qui, comme le Maroc, est vieux et riche d'une civilisation plusieurs fois millénaire. So under your applauses, ladies and gentlemen, I'm giving the floor to my dear brother, to His Excellency, Dr. Areke Metik. And as I promised, I always keep my promises, Doctor. Can you please enlighten us on what's your perspective, what's your definition of this notion of sovereignty within a perspective that is economic and African? Thank you, Doctor. Thank you very much. First, I would like to mention that I'm very honored to share my perspectives on this important topic. First, the sovereignty, the definition and the concept has evolved through time. 5 decades back, when we talk about sovereignty, by default it meant political independence. And as we all know, African countries became independent almost 5 or 6 decades ago. But leaders and scholars, Africans, have learned that political independence, the formal, doesn't necessarily lead into full sovereignty. And here there are 2 important components I would like to highlight. We also need to link with the context. If we are living in a world which is highly interconnected, how do you define boundaries? How do you define controlling digital, for instance, economy? So there is interconnectedness, there is synergy living together, but there is also national boundaries, national economies, and it's an important area to navigate through. So here I would put 2 elements. One is economic sovereignty. If a country is poor, if a country is always looking for assistance, and if its survival depends on others, it's difficult to say this country is sovereign. So the ideal way should be countries to focus on economic growth, on economic transformation, on ending poverty, on improving their acceptability. So from my perspective, sovereignty will depend on how countries cope with economic growth. And an aspect here that is critical is a country entitled to design its own policy? We all know in the 80s, 90s, the Washington Consensus, which was quite dominant perspective, many African countries were compelled to dismantle their state apparatus, their economic policies, the role of the state. So again, if we have to think about economic sovereignty, it's linked with the right to design policy, to implement policy, and even to make mistakes in policy. A second aspect is, as we live as a member of the planet's or the world's, let's say, member states of the United Nations, here also a critical element will be in terms of geopolitics, in terms of interconnectedness, how do we live within this bigger family? Are we entitled on giving equal right? And here the critical elements are the rules of international law and international relations, which are non-intervention in other state, internal affairs, mutual respect, and cooperation as the foundation. However, this is not quite true all the time. And we also see in many African countries during elections, many former colonial powers have interventions. And we also know in many geopolitical issues, African countries are forced to take policy decisions or positions that suit some big powers. So this is a very complex way, but I believe we have made significant advancement, but we are also living in a different world where more needs to be done. Excellent. We can applaud actually Dr. Areke, with your permission. I like the introduction, Doctor. Sovereignty being the opposite of poverty. Sovereignty being also the ability to take decisions, to vote laws, and to implement policies, even though they are wrong. I appreciate that.
take good note on that, and let's listen actually to all our dear speakers on this very same actually question, which is the question of how to define sovereignty from an economic and African perspective. And of course, let's all listen with great interest to Dr. Djibril Fall, who is also professor at LAC and is an OBE, Order of the British Empire. Under your applause, ladies and gentlemen. Thank you very much, Amin. I'll attempt to answer it from both a conceptual and a practical point of view. I think in essence, sovereignty is the ability to control oneself. Politically, it's easier to define in this world because if you are a recognized nation state, you get a seat at the United Nations. Whether your population is 100,000 or 100 million, you are recognized, your sovereignty is set that way. It becomes slightly difficult when you move that at a conceptual level at economic sovereignty because there isn't an equivalent of an economic United Nations where everybody has the same power. So this leads us to the conceptual problems of sovereignty itself, in that it is never absolute, it is always interrelational. And on the negative aspect, it may lead to nationalism. Nationalism, in my view, is bad. Patriotism is good. Love your country. Someone once said flippantly, a patriot loves his country or her country, and a nationalist hates everyone else's. So it's better to be a patriot in that sense. But that tension within sovereignty is real, and it also translates at the economic level. From a practical conceptual approach, the easiest way for me to understand economic sovereignty, I check all of us growing in families. When did we become economically sovereign to control outside of our parents or the people who look after us? That, in a way, helps us in looking at countries to look at how sovereign countries are. Similar to the political one, it's never absolute, it's relational. So to me, the key issue is what bargaining power do you have economically that defines, not in totality, but in relations to different countries and different blocks, or even different industries, the degree of economic sovereignty you have. Since I am opposed to nationalistic sovereignty-based values, then I would say that the issues behind economic sovereignty is, of course, the ability to produce a lot and make money out of it, the ability to supply into the supply chain of others, and the ability to contribute generally the production of public good, not only for your country, but for the whole world. Thank you. Excellent. I think there is one rule that we all agree on. It's in Latin, it's silentium est aurum, le silence est d'or. Et ça nous permet toujours d'écouter, de valoriser ce qu'on écoute. Donc quand on a le plaisir d'écouter des gens avec autant de sagesse, ça mérite en fait d'être applaudi. C'est une marque en fait d'encouragement. I was saying that the applauses, you deserve them because of your wisdom and because also of your engagements and your high values. Vous aurez remarqué que déjà en fait en matière de définition de la souveraineté, que ce soit les angles, la perspective ou les bases sont tout à fait différentes. Et d'autant plus qu'on parle de souveraineté économique. Et vous aurez remarqué qu'avec Djibril, il a eu l'intelligence de faire revenir la chose à l'échelle nucléique, c'est-à-dire à l'échelle de la famille. C'est quoi la souveraineté économique en comparant avec quand est-ce qu'on parle d'indépendance? Quand on a la capacité de payer pour ses propres besoins déjà. D'accord? Et ça diffère d'une personne à une autre. Vous avez des gens qui ont la capacité d'avoir un travail, un jeune qui a la capacité d'avoir un premier travail peut-être à 10 000, à 15 000 dirhams, ou à qui demeure toujours dépendant de ses parents, qui n'a pas les moyens d'avoir encore une maison, une voiture, ou bien qui a un train de vie qui est au-delà de ses moyens. Donc ce n'est pas uniquement un principe qui est difficile à définir auprès des pays qui sont émergents, mais même par rapport à des pays riches, est-ce qu'ils ont la capacité d'être totalement souverains d'un point de vue économique? Donc j'ai vraiment aimé en fait cette approche-là, cette approche d'indépendance. Mais vous aurez remarqué qu'intelligent comme il est, M. Djibril Fall, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi le parallélisme avec la notion de dépendance et d'interdépendance. C'est deux notions en fait nucléiques qui sont différentes. C'est le passage d'un modèle systémique à un modèle cybernétique. Je ne vais pas vous ennuyer avec cela, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose de brillant.
C'est-à-dire, on doit être patriote, on doit être fier de qui on est, de notre nation, de notre culture. On doit être capable de traduire les défis de nos nations en une capacité, en des objectifs personnels, parce que c'est à nous de les défendre et c'est à nous de bâtir nos nations, mais en même temps, de ne pas être en autarcie, de ne pas nous enfermer et au contraire de travailler la main, dans le respect, je souligne cette nom, dans la dignité et dans la prospérité mutuelle, avec des objectifs qui sont clairs et avec des priorités tout aussi claires. Magnifique intervention, merci beaucoup encore une fois Djibril, et automatiquement dans le même ordre, je respecte l'ordre de base, donc je vais me tourner vers Si Mustafa Mourahib, qui est marocain, qui est aussi avocat associé au cabinet Clifford Chance. Si Mourahib, la même question que j'ai posée à nos chers camarades. Donc pour vous, je sais que vous avez travaillé sur pas mal d'études de premier ordre en matière de souveraineté, notamment économique. Pour vous, quelle est cette notion de souveraineté? Comment la définissez-vous, que ce soit dans un contexte marocain ou africain? Sous vos applaudissements toujours, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, en fait, moi, je vais rester sur cette question de souveraineté économique pour un État. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire parce que je préfère raconter l'histoire. Il y a tout ce que vous voyez aujourd'hui, si je prends l'exemple du Maroc, mais d'autres pays, en termes de choix économiques et d'indépendance, sont liés à une expérience très difficile qu'a vécu le Maroc il y a à peu près 30 ans, qui est la restructuration de sa dette souveraine. Et notre cabinet était l'un des cabinets qui participait. Enfin, il y avait un cabinet côté État et nous étions côté créancier pour la restructuration de cette dette. Le ministre des Finances de l'époque, le patron du Trésor et d'autres ont vécu des moments où on devait attendre la fin du mois pour avoir à payer les fonctionnaires, pour pouvoir payer, et c'était absolument critique de pouvoir payer les intérêts de la dette, de ne jamais être défaillant sur le paiement des intérêts de la dette. Dans ce moment-là, des gens étaient assis avec eux, qui étaient le FMI, et qui leur expliquaient quelle était la politique qu'ils devaient mener, puisqu'ils n'étaient plus maîtres à ce moment-là des choix qu'ils devaient faire, et notamment ce qu'on appelle les ajustements structurels, et qui consistaient à dire, ben voilà, vous devez augmenter les impôts, vous devez faire des programmes de privatisation. Nous avons d'ailleurs participé ensuite à des programmes de privatisation pour le compte de l'État. Donc pour moi, l'indépendance et la souveraineté, c'est la gestion de son budget et de son bilan. Donc on va en parler à plusieurs reprises, je veux dire de quelle manière, etc. Mais ce que vous voyez aussi aujourd'hui, la rigueur budgétaire que vous voyez aujourd'hui, financière, menée par la Banque centrale, et le gouverneur de la Banque centrale était à l'époque, il y a 30 ans, aux finances. Les régulateurs qui eux-mêmes sont pour que le Maroc soit connecté au monde, à la finance mondiale, mais d'une manière maîtrisée. Et si vous regardez aujourd'hui les éléments financiers qu'on regarde en Europe, qui sont la croissance, l'inflation, etc., le déficit budgétaire, la dette, le niveau de dette, et ben on est un modèle, enfin un exemple. Alors les gens qui vous disent mais vous pourriez être beaucoup plus endetté que cela, vous pourriez faire beaucoup plus de choses, vous avez des marges de manœuvre. L'enjeu aujourd'hui, c'est tous les défis économiques de la transition écologique, les défis en termes d'infrastructure, tout cela ne peut pas être porté que par le budget de l'État. Mais il faut que l'État ait les marges de manœuvre pour le faire. Pour pouvoir financer cela, il faut une certaine rigueur budgétaire. Et je pense que la souveraineté, pour moi, économique, c'est à un moment donné d'être capable d'assurer une certaine rigueur budgétaire pour s'assurer des marges de manœuvre. Post-Covid, et j'ai terminé, post-Covid, de nombreux États ont augmenté leur déficit budgétaire pour pouvoir financer, accompagner. C'était l'État-providence, l'État qui est là pour aider les populations, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, vous avez, avec l'inflation économique, un retour à cela. Donc, nous, on a fait une étude qu'on a donnée au ministère des Finances pour parler de souveraineté économique. Je pourrais parler d'autres sujets plus tard, mais vous m'avez posé la question de la définition. Pour moi, c'est la maîtrise de son budget
pour pouvoir maîtriser ses marges de manœuvre et ses investissements. Voilà. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous aurez remarqué que je respecte et avec plaisir la règle du silence. Je n'ai interrompu aucun et je ne le ferai pas, encore moins avec Tibor, que j'ai envie d'écouter avec beaucoup d'intérêt, que nous avons tous envie d'écouter avec beaucoup d'intérêt. La règle du silence, elle est importante, d'autant plus dans cette salle. La tradition veut au Meddays qu'il y a des salles pour dire et des salles pour écouter, pour échanger. Et cette salle, elle est chaleureuse parce qu'elle permet ce format-là. Une proximité avec le public, une influence positive mutuelle, et donc automatiquement, on se doit de donner aux intervenants le temps d'exprimer et de résumer aussi le fruit de leur belle expertise. Vous avez remarqué que j'ai rempli en fait pour chacun de nos intervenants quasiment une page de résumé et de points. D'accord. Donc quand Semorahib était en train de parler, son alpha était son oméga, son ouverture était sa clôture, c'est l'indépendance budgétaire. Et il a tout à fait raison. Si on n'a pas d'indépendance budgétaire, le reste c'est de la rhétorique. On est bien d'accord par rapport à ça. Et pour bâtir justement, je dis bien bâtir en fait cette indépendance budgétaire, certainement que je ferai appel à vous par la suite pour nous éclairer davantage sur ce sujet. Mais il y a trois éléments essentiels, c'est celui de bâtir une confiance et de garder la confiance avec les partenaires financiers internationaux. D'où justement ce stress qui était là à une certaine période, celui de payer à temps. Parce que sinon ça avait un impact automatique sur les différents types de classements. Deuxième des choses, on vit dans un monde assez particulier. On peut résumer tout un pays à un classement donné par un organisme financier international. D'accord ? Et les gens ne vont pas zoomer en profondeur. Deuxième point qui est tout aussi important, c'est la diversification des partenaires. Je salue le fait que l'on a certains parmi nous aujourd'hui. D'accord ? Très important d'avoir différents partenaires financiers. C'est aussi un argument de souveraineté et c'est aussi un argument de mise en compétition des différents bailleurs de fonds et ça ne peut que servir l'intérêt de nos nations, n'est-ce pas? Et le troisième élément, c'est celui de la créativité qui est venu au socle du discours de Sidna Allah Insuro, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui était adressé aux participants il y a de cela quelques jours du sommet de l'investissement en Afrique. Il faut faire preuve de créativité. C'est très important, c'est très fondamental. Mais en même temps aussi, il faut tout un ensemble en fait, de mécanismes pour qu'on soit perçu comme étant tel. Il ne suffit pas aujourd'hui de faire preuve de bonne gouvernance. Encore faut-il que le monde nous perçoive comme étant un pays qui gouverne bien, une Afrique qui gouverne bien. Et d'ailleurs, en fait, c'est vers là qu'on est en train de partir avec brio pour certains pays. Donc je me tourne automatiquement vers Si Youssef Tibor, directeur investissement et commerce extérieur et export par rapport à la MDIE, que je remercie d'être parmi nous, tout comme je remercie tous nos panélistes. Il vient d'arriver ce matin de Rabat et il vient d'arriver il y a 24 heures du Japon. Donc un homme dynamique, tout comme ils le sont tous, un homme de terrain, comme ils le sont tous aussi. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce que j'appelle des falcone, pour faire un clin d'œil à nos amis italiens, de gens qui ont la capacité de prendre de l'envol, de voir la situation en temps réel, parce qu'elle devient de plus en plus complexe, mais quand ils piquent pour réaliser des choses concrètes sur le terrain. Même question, si Youssef, pour l'ouverture, avec votre permission, quelle est votre définition à vous de la souveraineté économique? Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, merci Siamine. Je pense que c'est un sujet qui a été abordé sous plusieurs angles, très intéressant chacun de ces angles-là, avec une profondeur de lecture qui est portée par les professeurs qui sont des professeurs émérites. Moi, juste humblement, je dirais que ce qu'on a pu voir sur la souveraineté, notamment sur la souveraineté économique, on a tous en tête la crise du Covid et comment beaucoup de pays se sont retrouvés face à des difficultés d'approvisionnement sur certaines choses qui sont critiques pour eux, notamment sur les dispositifs médicaux, sur les vaccins, même sur les produits agroalimentaires des fois. Aujourd'hui, on le vit encore sur l'énergie, avec la dépendance de certains pays pour faire tourner leurs industries aux ressources énergétiques qui viennent de l'étranger. Donc tous ces éléments-là doivent constituer une base de réflexion pour un pays pour construire sa propre souveraineté et pouvoir assumer ses besoins indépendamment des contingences internationales qui peuvent y avoir, ou en tout cas essayer de se rapprocher au maximum de la couverture de ses propres besoins. Donc je dirais que très pragmatiquement, si on peut répondre dans une certaine mesure aux besoins de sa population, aux besoins de son économie, on tend vers la souveraineté. Donc en ce qui concerne le Maroc et de ce qu'on peut être témoin à notre niveau,
c'est que le Maroc tend vers cette souveraineté. Très vite après, pendant la crise du Covid, instructions ont été données, les autres instructions de Sa Majesté l'Insro ont été données pour permettre au Maroc d'être souverain sur les dispositifs médicaux à travers les masques, les respirateurs, les lits d'hôpitaux et un certain nombre d'éléments qui ont permis au Maroc de faire face à cette crise de manière tout à fait intelligente et réactive. On l'a vu aussi au niveau du projet d'usine de production de vaccins, une première en Afrique, et ça aussi, c'est un projet qui doit permettre au Maroc, et pas seulement au Maroc, un peu plus largement sur le continent, de pouvoir faire face à ce besoin en termes de vaccins. Sur le volet énergétique, le Maroc, ce n'est pas un pays pétrolier, ce n'est pas un pays qui a des ressources naturelles gazières. C'est pour ça que très tôt, et là encore grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, on a décidé d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour justement réduire notre dépendance vis-à-vis des importations énergétiques qui pèsent pour le plus lourd de la balance commerciale nationale et pouvoir assumer nos besoins énergétiques. Qui dit énergie dit en fait industrie, parce que sans énergie ou en maîtrisant l'énergie, on maîtrise la production et on peut développer et renforcer et aller plus loin et plus fort dans la production industrielle. Donc il y a beaucoup de sujets. Bon, bien sûr, il y a des sujets de l'agroalimentaire, ou aussi en faisant face à ses propres besoins, déjà nourrir sa propre population, c'est une base de la souveraineté. Et ensuite, participer à la souveraineté plus globale de l'Afrique à travers des entreprises comme OCP qui participent à cette souveraineté agroalimentaire en donnant les moyens de maximiser la production agricole sur le continent. Ça fait partie des axes de souveraineté. Plus largement, si on élargit un peu au continent africain, le continent africain est connu pour avoir toutes les ressources de sa souveraineté, toutes les conditions de sa souveraineté, et pourtant il n'est pas souverain parce qu'il est contraint par des intérêts qui ne lui sont pas propres, ou en tout cas qui ne sont pas convergents, pour lui permettre d'être entièrement souverain. On pourra en parler peut-être plus tard, plus longuement. Certainement, avec beaucoup de plaisir, et je serai le premier à vous applaudir aussi. Avec beaucoup de plaisir. Alors, je vous remercie parce que vous nous permettez automatiquement de rentrer dans le deuxième volet Sitber. Je vous remercie infiniment. Sitber, vous l'aurez remarqué, en tant que excellent représentant de l'institution à laquelle il appartient, à savoir la MDIE, il a cité automatiquement dans l'ordre les différents points de souveraineté économique qui sont venus dans le discours de Sa Majesté à l'ouverture du Parlement octobre 2021, n'est-ce pas? Donc cette notion, justement, et je cite le discours de Sa Majesté, la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté, qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre. Fin de la citation du discours de Sa Majesté. Donc c'est des points très importants qu'on a tous remarqués en période de crise. On était tous en contact avec des amis qui étaient dans des pays très riches, notamment des pays à faible population, qui avaient un niveau de richesse très élevé. La majorité de la population avait, ou plutôt en fait, plus de 20 ou 30% de la population était millionnaire en dollars, d'accord, donc ce qu'on peut appeler prospère, vraiment prospère, mais qui souffrait, et on n'a pas envie que qui que ce soit souffre sous notre... Dans cette belle planète, mais qui souffrait de manque d'alimentation à des périodes bien déterminées, qui devaient en fait survivre à un sac de pommes de terre ou un sac de riz. Ça, c'est des choses que le monde a vécues pendant la période de crise. Donc il ne suffit pas d'être riche, il ne suffit pas d'avoir de grands comptes bancaires, il faut aussi en fait bâtir une certaine forme de souveraineté. Alors, c'est un peu comme en logistique, ou mettre le curseur par rapport au stock de sécurité, ou mettre le curseur par rapport au stock cyclique. Le stock de sécurité étant justement une sécurité alimentaire, pour parler de l'exemple en fait de sécurité. Le stock cyclique, c'est la capacité de produire avec une économie qui est ouverte vers le monde, où on importe des deniers et où on exporte d'autres. Et cette question, elle aussi, elle est souveraine, parce que chaque nation a l'obligation de le faire, mais très peu de nations, pour ne pas dire aucune, a la capacité d'avoir une souveraineté alimentaire totale. Ça ne peut se faire que dans l'interdépendance, ça ne peut se faire que dans justement cette interdépendance dont parlait tout à l'heure Gibril, ça ne peut se faire que dans la complémentarité et dans
dans le respect mutuel. Nous sommes dans un continent, tout le monde le sait. Je suis même fatigué de le répéter parce qu'on en parle depuis 15 ans. C'est là où il y a le plus grand réservoir de terres arables, de terres potentes en fait pour l'agriculture, de terres fertiles, combinées avec une main-d'œuvre jeune qui a la capacité de travailler ces terres, avec un besoin qui est réel, parce que beaucoup de pays africains, quoi qu'en ayant et les ressources hydriques, l'eau et les terrains et la fertilité, n'en profitent pas pour produire. Donc il y a un besoin d'avoir en fait des chaînes de valeur interafricaines ouvertes réellement vers le monde, où on a du mapping du terrain à l'enrichissement du terrain et des phosphates, chose que fait déjà très bien en fait l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, jusqu'à la gestion du foncier, une expertise interafricaine à développer, où le Maroc il a son mot à dire, notamment avec l'expertise développée par l'ONCF, mais ouverte vers le monde, pour transformer un foncier qui aujourd'hui est réparti entre tribus, et donc il n'y a pas un intérêt en fait réel pour investir, il faut trouver des modèles très intéressants, et un très grand foncier appartenant en fait à de grands propriétaires terrains, aller jusqu'au niveau agriculture, aller jusqu'aux infrastructures et à la logistique, parce que ça ne sert à rien d'avoir une production de mangue ou de quelconque denrée si elle ne peut pas arriver au marché. Elle sera déjà, s'il n'y a pas de frigo, s'il n'y a pas de route. D'accord ? Et en arrivant jusqu'au marché, en arrivant jusqu'à la transformation et jusqu'à l'export, créant en fait des filières qui sont génératrices de revenus pour tout le monde. Et là, il y a lieu à travailler pour tout le monde. Et surtout si on tire par la demande, surtout si on tire par des centrales d'achat. Donc c'est une réflexion très intéressante, parce que je pense qu'on devrait sortir avec de ce panel, ne serait-ce qu'avec en fait des propositions concrètes pour passer en fait quelque part à l'action. Parce que c'est l'espérance qu'on a. On parlait tout à l'heure de budget, la diversification des ressources est un fondamental. Vous avez parlé aussi du volet médical, de ce beau projet qui a été lancé par Sidna Laïnsro à Ben Slimane, et qui visait lui aussi à créer des chaînes de valeur complètes en élant des APIs, Active Pharmaceutical Inputs, la matière première, qui entre parenthèses est en rareté aujourd'hui dans le monde. Parce que parfois, on a l'impression qu'on crée de la valeur qu'à travers le final good. Parfois, c'est juste un maillon de la chaîne. Aujourd'hui, il n'y a pas de matière première, d'APIs, à part dans 2 pays dans le monde qui ont le monopole de 80%. Donc rien qu'en ayant cela au Maroc, on peut produire pour notre continent, l'Afrique, et pour l'export dans le monde. Et ce qui attire, comme ça a été si bien fait par l'automobile, ce qui attire d'autres producteurs qui viennent en fait plus en downstream. Et là, encore une fois, une source de diversification de valeur et une plus-value réelle par rapport à l'Afrique. Cosmétique, mon Dieu, combien en fait de potentiel on a entre des matières qu'on a dans tout notre continent africain, de l'Est jusqu'à l'Ouest, et ainsi de suite. Donc il y a besoin aujourd'hui en fait de définir, non pas par le financement, parce que ça a toujours été la grande question, mais par la demande parfois. Des chaînes de valeur qui sont contingentes et continues. Et je vous remercie d'avoir cité aussi la chaîne de valeur industrielle, où le Maroc excelle, où beaucoup de pays aussi frères sont en train d'émerger, et l'énergie, qui est aussi mon point de passage, parce que c'était le passage du yin en yang, si on veut utiliser une philosophie taoïste. C'est le passage en fait d'un point de faiblesse en un point de force. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le continent africain est en train de développer d'une manière parfois rapide, parfois moins rapide, pour rester en fait politiquement correct. Alors, je suis tenté de revenir avec votre permission. Là, on a passé le volet ordre protocolaire vers Simo Rahib. Simo Rahib, un point très focal en fait dans l'étude que vous aviez menée, c'était celui de la diversification des sources de financement pour renforcer les budgets des États, n'est-ce pas, et leur indépendance financière, et de ce fait leur souveraineté économique. Pouvez-vous nous citer en fait de manière pragmatique, comme vous l'êtes, tabarakallah, pouvez-vous nous citer en fait des points de diversification des sources de revenus des budgets des États? Et je parle à l'échelle africaine, pour renforcer leur souveraineté. Oui, bien sûr. En fait, il s'agit, dans tous ces financements qui ont été faits sur les 10-15 dernières années d'infrastructures, l'essentiel a été porté par le budget de l'État. On vient d'annoncer à nouveau un plan pour avoir 3000 km d'autoroute au Maroc supplémentaire. Et ça va être difficile de le financer juste avec le budget de l'État. On peut comprendre que pour des raisons de rapidité, ça a été fait sur le budget de l'État, c'est parce que ça prend du temps d'obtenir des financements et de structurer des financements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grands projets d'infrastructure qui ont été financés par des banques, d'une manière ou d'une autre, il y a eu une garantie qui a été donnée par l'État. Dans les critères du FMI, quand vous donnez une garantie de l'État, ça compte pour de la dette. Donc en fait, vous augmentez votre portion de dette dans votre budget. Et on a dit tout à l'heure que c'est pas qu'il ne faut pas avoir de dette. Loin de moi cela, au contraire, utiliser la dette. Mais chaque fois qu'il y avait des bailleurs de fonds, y compris des bailleurs de fonds internationaux qui sont censés être ceux qui aident au développement des pays, ils ne finançaient que s'il y a une garantie
donnée par l'État. Cette garantie, elle compte immédiatement dans le budget de l'État comme de la dette. Donc il faut qu'on trouve des solutions, et on a proposé des solutions. On a vu ça, nous, en tant que cabinet, on a vu ça en Amérique latine, aux États-Unis, des solutions pour que des financements d'infrastructures puissent être possibles sans que derrière il y ait une garantie de l'État qui soit enclenchée. Ça peut passer par d'abord par l'utilisation des PPP. On a voté une loi des PPP il y a presque 10 ans. Il n'y a pas un seul PPP qui est sorti au Maroc depuis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des financements concessionnels avec des concessions, mais en modèle PPP, donc la réforme a eu lieu il n'y a pas très longtemps, on a réformé le texte parce qu'il n'était pas suffisamment ouvert, et donc le nouveau texte devrait permettre normalement de passer à une commande publique qui va s'adresser au privé, qui va lever la dette, etc. Mais ce qu'il ne faut pas au passage, c'est que l'État vienne donner une garantie sur des projets qui sont rentables. Il n'y a aucune raison de faire ça. Tous les grands projets d'énergie, ils sont rentables. D'ailleurs, vous avez une grande centrale qui est cotée à la bourse de Casablanca. C'est une des plus grosses cotations. Pourquoi est-ce que le privé s'enrichirait alors que derrière, il y a une garantie qui est donnée par l'État? Et donc, si ces projets sont rentables, ils n'ont pas à subir ou à être portés par une garantie de l'État. Ce sont les banques internationales qui le demandent. Alors, soyons innovants et anticipons sur ces sujets-là pour que l'État puisse, cette portion de garantie qui est donnée sur des projets privés rentables, puisse être réallouée sur des projets qui ne le sont pas et pour lesquels l'État devra être présent, devra être sollicité. Donc vous avez ça. Vous avez une grande loi sur la titrisation qu'on a fait adopter au Maroc. Quand je dis ce que je dis ici pour le Maroc, est applicable en Côte d'Ivoire, nous faisons les mêmes types de réformes. On le fait en ce moment en Tunisie. On en a également fait au Sénégal, des opérations qui consistent à créer des fonds de titrisation, et à partir de ces fonds de titrisation qu'on a réutilisés au travers d'une loi pour permettre à ce que ces fonds ne soient pas utilisés uniquement pour transférer des créances, comme on le fait en Europe, mais aussi à ce qu'ils lèvent sur les marchés de capitaux de l'argent qui peut être prêté. Et c'est ce qu'on appelle des project bonds. Donc on ne passe plus par le marché de la dette bancaire, qui elle-même est arrivée au maximum, mais on passe par les marchés de capitaux. Et c'est important, cette notion de marché de capitaux, parce que vous savez qu'il y a un contrôle d'échange dans les grands pays africains, il y a beaucoup d'argent qui reste dans les pays. Et donc il y a énormément d'argent sur des comptes. Des family office qui ne peuvent pas sortir cet argent pour le faire fructifier, qui seraient prêts à investir au Maroc, qui assument le risque Maroc, puisque leur argent vit dans le risque Maroc, ou le risque d'un État africain, et qui peuvent être réutilisés dans l'économie. Et ces structures-là, elles peuvent non seulement prêter, mais elles peuvent émettre des garanties. Or, je vous ai parlé tout à l'heure de la garantie de l'État. Vous pourrez très bien avoir une garantie qui est portée par les marchés de capitaux, qui est rémunérée, mais qui n'est plus, ou qui pourrait se substituer à ce que l'État donne. C'est ce qu'on appelle les off-balance sheet. Je ne vais pas t'interrompre, au contraire, je vais te relancer, c'est Mustafa. Des exemples de projets qui sont monétisables et qui sont finançables par les marchés de capitaux, à votre avis? Tous les grands projets d'énergie pourraient l'être, pratiquement. Voilà. Tous. Voilà. Et il y a des projets portuaires, vous avez des projets maintenant dans le secteur de l'hydrogène. Tous ces projets pourraient être très facilement financés par les marchés de capitaux, surtout parce qu'on a créé l'instrument. J'ai oublié de dire, c'est que si vous voulez attirer, vous savez très bien qu'on ne peut plus financer juste par le budget de l'État, que les fonds propres ne seront pas suffisants, que vous avez besoin de dette, mais que la dette locale bancaire, elle n'est pas suffisante pour le niveau d'investissement qui est requis pour ces pays-là. Et donc, c'est les marchés de capitaux, d'accord, qui doivent venir ici apporter un complément. Mais pour que les marchés de capitaux puissent être dynamisés, il faut la bonne réglementation. C'est pour ça que les réformes financières, les réformes légales sont extrêmement importantes. Elles sont aussi importantes en Afrique qu'elles pouvaient l'être en Europe de l'Est, après la chute du mur, aussi importantes qu'en Europe continentale cette fois-ci, où nous-mêmes, en France, on a adopté tout un tas de règles financières, de lois financières, qui ont été utiles au développement des marchés de capitaux. Donc, vous avez une grande compétition sur ce que les financements de l'extérieur, où est-ce qu'ils vont être alloués.
Et cette compétition, elle ira vers les pays qui sont capables de maîtriser leur budget et d'offrir un cadre juridique et réglementaire favorable et qui correspond à ce que les marchés internationaux attendent. Voilà, ou les financiers internationaux. Merci beaucoup, Osdeb Stafa. Question tout à l'heure, en fait, je pense que je vais la reposer, parce que chacun d'entre, certainement qu'on est tous d'accord sur cette notion d'accès et de mobilisation des marchés de capitaux, surtout qu'au Maroc, ça gagnerait en dynamisme, disons la chose comme ça, surtout que c'est bien structuré, qu'il y a un haut niveau de capitalisation, mais ça gagnerait un peu plus en dynamisme. Mais moi, l'interprétation en fait, que je ferai, ou l'interpellation que je ferai de ce bon point, c'est celui aussi de la mobilisation du cash et de l'épargne en fait, nationale. N'oublions pas qu'il y a un point commun entre les économies marocaines et celles africaines, c'est que nos économies sont aussi des économies de cash et d'un secteur que je n'aime pas appeler informel, mais je dirais en fait non structuré. D'accord ? C'est un secteur qui est réel, qui très souvent dans plusieurs pays de notre continent représente une bonne majorité, pour ne pas dire dépasse en fait les 50% du formel. D'accord ? Et c'est un secteur qui est créateur d'emplois, qui est créateur de stabilité, qui est très ancré verticalement en fait dans les pays, qu'il ne faut pas ignorer. Je n'ai pas l'expression attaquer l'informel, au contraire, qu'il faut accompagner, qu'il faut comprendre d'abord, parce que très souvent en fait on manque de compréhension, qu'il faut comprendre ces mécanismes, ces chaînes de valeur et l'accompagner pour qu'il puisse jouer pleinement son rang, en contribuant fiscalement aux rentrées des États et en diversifiant leur budget, mais aussi en bénéficiant de cette structuration, que ce soit en fait en apport cognitif, en professionnalisme. Mais le meilleur moyen, je pense, en fait, de le faire, ce n'est pas le financement, mais c'est essentiellement la demande. Parce que quand la demande elle est là, c'est les champions qui émergent de manière structurée et qui gagnent à avoir accès à des marchés qu'ils n'ont pas, notamment en fait, à des marchés publics ou à des marchés structurés via le public, et automatiquement qui bénéficient là en fait de financements qui sont utiles et qui viennent en fait en augmentant aussi bien la mezzanine qu'à la capacité de production, la capacité de séduction. Mais l'idée elle est vraiment très brillante, que ce soit pour les projets énergétiques SDM Stafa, mais aussi pour les projets portuaires. On est en train de développer un port très ambitieux par rapport pour notre continent africain, qui est le port de Dakhla, grand portail atlantique, qui vise non pas à être un portail du monde vers l'Afrique uniquement, mais un portail de l'Afrique vers le monde, à la connecter transatlantique, à la connecter à de nouveaux marchés, à permettre aux frères africains de créer de la valeur locale, de transformer les produits métallurgiques et agroalimentaires localement, donc accéder à une certaine industrie, et que ce port-là puisse être une locomotive de trade, une locomotive de commerce, dont le monde a aujourd'hui besoin, surtout qu'il y a autant de disruption, de rupture dans les chaînes de valeur et de volatilité d'un point de vue financier. C'est un projet en fait qui peut être très facilement financé par ce que vous avez proposé. Mais, juste pour donner un exemple concret, le port de Nador, qui est un énorme port au nord, il est financé par des banques, des multilatéraux, d'accord, avec des taux. C'est pas un financement compliqué, c'est un financement direct, qui n'est pas un financement de projet. Ce port, toute la dette est garantie par l'État. Donc on fait un port pour qu'ensuite viennent se pluguer des privés qui vont développer les quais portuaires, qui eux vont faire des profits. Et toute cette infrastructure, ce qu'on appelle la superstructure du port, elle est réalisée sur le budget de l'État. Et il y a certainement une façon d'optimiser pour éviter d'obérer. C'est ce qu'on appelle des off-balance sheet, je ne sais pas d'autres mots, c'est des financements hors bilan ou d'une façon de sortir du bilan de l'État, puisqu'à la fin c'est l'État qui porte le risque, du bilan de l'État, ces types de financement. Voilà. Mais je vois que l'heure avance et je ne veux pas... non, mais la problématique, elle mérite d'être posée parce qu'il n'y a pas de souveraineté en fait, sans le volet financier. Je suis tenté de me tourner vers Jibril Fall. My dear, I prefer actually to ask you the question in English, so I'm sure actually that the message will be straight and direct. We are having actually here a conflict in terms of priorities. What should we prioritize? In order actually to build economic sovereignty, should this be done by structures? Should this be done by favoring actually local organizations and regional organizations? Should this be done based on a more pragmatic approach, that is cooperation through the private sector, but under the umbrella of the states on some specific fields? It can be energy, like the beautiful projects actually of pipeline of energy between Nigeria and Morocco that was developed under the high vision of His Majesty King Mohammed VI. That is true example actually of leadership, but also
also of creating value, not just for the countries that it will be going through, but to the world, to our partners in Europe, creating new sources actually of energy, diversifying actually the suppliers? Or should it be done in a different way by encouraging actually private sector, and when the private actually is there, there is opportunities to fund, there is opportunities to complete, there is opportunities also to centralize the demand. What would be actually your token on that? The fundamentals of classical economics hasn't changed. There's bits around the margins that change, but the fundamentals are still sound. And if we concentrate on that, it would help us understand better how countries achieve economic sovereignty and how they don't. We now know that there is a basket of indicators that one can use to judge to what extent a country is relatively sovereignly, economically independent or sovereign. Things from the Human Development Index to how low your deficit is, to how big your reserves are, your surpluses in export, and things like that. So there's a basket of indicators. All of that comes from fundamental economics. All of that is happening based on how much do you produce and you are paid for it. It comes down to that basic thing. How much do you produce, and not that it is needed, but that it is needed, it is wanted, it's expected. And then you are paid for it. And it's from that, then you begin to hit the Human Development Index, how much your health services are, your roads are. So the big infrastructure, like the roads, the solar, what is it doing? It's all going through enabling production. So you have to go back to that fundamentals. Then you take a country, countries are different. You take a country with endowed resources. They have the resources. Does that mean that automatically or with very little effort, they would be economically sovereign? No. Common sense says yes. Reality says no, it's not. Because, and to get to this, it brings you down back to the complexities of production and complexities of relationship. And I would quote here Amartya Sen. Perhaps amongst the thinkers, he's the one who most helped us understand this. Common sense told us, and for the longest time in the history of human beings, we believed that famines and starvation was caused by the lack of food. And Amartya Sen came after studying famines, and he said, no, famines do not happen because of lack of food. Famines happen because of lack of food security. And he was able to show that it's what happens behind. That is why you would take an African country like DRC, which if you take those basket of indicators, you will say that their economic sovereignty is relatively low. And yet they have the biggest endowments of most of the things that are both useful and has high utility. In economics, we differentiate in that water is useful, but it's relatively cheap. Gold has high utility. It's very expensive. You need to drive towards both useful and things that have high utility. And you then take a country like Singapore. It doesn't even have enough water. Yet, if you take that basket of indicators, you would say Singapore is relatively high in terms of sovereign independence or economic sovereignty. So you have to, for countries, the examples we've had here in Morocco and all of the countries who are climbing up in the ladder of economic sovereignty, you find that they go back to those fundamentals of producing things that are needed, wanted, expected. And all of these three things are not absolute. Many of us now cannot live for 30 minutes without our mobile phones. In fact, access to the internet now is no longer a utility. Very soon it will be a human right. Yeah? Well, 30 years ago, 40 years ago, it did not exist. Zero.
So this gives hope to countries and people as well, that these three things, need, wants, and expectation, are not absolute and set in stone. That means, and what is the divider in that? Innovation, creativity, knowledge, research. And Dr. then Fall, you use the fundamentals. Let me then actually launch this question. What will be the order of priorities from the economic side for you? By sectors. Will this be water, food, medication, or something else? No, those things you mentioned are fundamentals, and in the frame of national economics, we call them utilities. So for example, you always mention it. It used to be water, electricity. In the old days, it used to be even the same company. In some countries would run water and electricity. You separate them, infrastructure. Those utilities, that is going to satisfy the HDI, the Human Development Index. But what gives you sovereign, economic sovereignty, that's a result rather than the cause. But only as soon as you've got jobs and, energy and all that, you see that there is a virtuous cycle in terms of generating it. But the fundamentals are, what do you do to help increase productivity? And energy, water, infrastructure, internet access. Let me then take it to another, to a step higher. And I will be switching to French just to include the public with your permission. Jibril, you may want to put, because I will include you in the discussion. Alors, la question que je suis en train de poser, elle est importante parce qu'il y a ce qu'on appelle en fait la tradition publiciste en académie, mais aussi en recherche. Quand on utilise un certain ordre, le regard et la perception qu'on a, elle est parfois en fait limitée. On a un ensemble de besoins, et vous avez tout à fait raison de parler de cela, c'est des besoins humains. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'accès en fait, la santé, c'est des choses dont c'est l'éducation, on ne peut même pas en discuter. Mais classiquement, ces besoins-là, ils étaient traités sous un certain angle, notamment un angle d'endettement classique, etc. Moi, ma question, c'est une véritable question. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant qu'expert, je parle essentiellement en tant que modérateur. Est-ce que ces points communs qu'il y a au travers du continent africain ne pourraient pas constituer justement aussi des leviers économiques pour des sociétés panafricaines, pour des chaînes de valeur panafricaines? Je prends l'exemple, par exemple, de l'eau et de l'électricité. Il y a un engagement à acheter ces produits-là. Tu parlais tout à l'heure d'énergie, c'est Mustafa. Tu parles d'électricité et via en fait l'énergie. Il y a un besoin, une capacité d'achat. On peut même la distinguer entre les achats qui seront faits par de grandes sociétés, c'est-à-dire on a la capacité d'être payé à temps, je suis très franc dans ma manière de parler, mais aussi des achats qui pourront être différés par la suite parce qu'ils seront payés par des États qui n'ont pas forcément les devises au bon moment, etc. Et derrière cela, on bâtit un tissu économique transafricain avec des autoroutes, tout comme on parlait du projet royal du pipeline qui est très important, qui est crucial parce qu'il dotera l'Afrique aussi d'une capacité d'avoir accès à un gaz, et qui dit gaz dit une électricité quasi propre mais aussi en fait peu chère, et qui dit aussi en fait un secteur de l'industrie chimique qui est dynamique, et aussi de l'agroalimentaire parce que sans le gaz il n'y a pas d'ammonium, sans l'ammonium il n'y a pas automatiquement de fertilisant. On est en train de parler aussi de l'énergie dont tu parlais tout à l'heure, si Youssef Tber, une énergie essentielle pour le bien-être en fait des citoyens, mais aussi par rapport à tout ce qui est industrie et ainsi de suite. Mais quand on parle d'un pipeline, on peut parler aussi de grid, on peut parler aussi d'électricité interafricaine, où certains pays pourront s'engager à acheter, ou certaines entreprises dans les pays pourront s'engager à acheter, parce que c'est très important aussi de faire ce type de cassure, parce que l'objectif c'est de se faire payer. D'autres pays ramèneront une expertise, d'autres pays ils bénéficieront d'une industrie. Qui fera ce câblage? Pourquoi devrais-je importer ce câblage et non pas le faire localement? Qui fera ces pipelines? Pourquoi est-ce que je devrais importer des pipelines et non pas les produire localement? Et il n'y a aucune raison pour que justement ces industries-là ne soient pas partagées entre un ensemble de pays africains frères. C'est de ce type en fait de projet dont on a besoin. Project Finance, si vous voulez, en fait, pour utiliser la terminologie, d'accord? Mais c'est de ce type de projet dont on a besoin. Et c'est pour ça que je parle de structuration par la demande. Une capacité de paiement qui est certaine, tout financier quand il trouve, une garantie de paiement, un retour sur investissement, et quelqu'un qui est prêt à le payer, mon Dieu, il est prêt à mettre de l'argent. Il y a beaucoup plus d'argent qui somnole aujourd'hui dans le monde que d'argent qui est actif. Et de deux, on crée, on transforme un ensemble de secteurs, justement quand tu disais Jibril, qui était considéré comme une utilité, c'est-à-dire qui n'était financé que par la dette souveraine, qui embriguait la souveraineté des États, en quelque chose d'utile, et donc automatiquement en une capacité de drainer de l'argent chaud, de l'investissement chaud, et c'est tout le sujet justement de cette discussion qu'on est en train d'avoir. N'est-ce pas, Jibril? Avant d'entendre en fait notre cher frère Ereke qui lève la main. On a le temps. On a encore 1 heure. Si. I'll be very brief, bearing in mind the time constraint we have. We have 15 minutes. We have all the time. Within the context of
most of these things you've mentioned, not only is it true, it is accepted that this is the way forward. And as we know in Africa, we even have the African Continental Free Trade Area and a whole lot of arrangement. You've just specifically spoken about gas. In West Africa, you have the gas pipeline, Nigeria, Ghana, and there's another country. And there's been a proposal for the Morocco one, from Nigeria all the way to Morocco, and then perhaps to Europe, and it's 20 billion. But if you divide it up in the participating country, it's smaller chunks of investment per country, and the output would be bigger. Yes, the need and the demand for all of this is so high, and one needs to be creative in terms of how to produce it. And some of the bottlenecks in it as well. My view is, the ideas of how to solve it, we should get our frames of mind in a place where we focus on the doing. Because there are many, many suggestions. Take the payments problems, in that we settle international trade in dollars, broadly speaking, and the problem it causes. If you take a bank like Afrexim Bank, for example, they've set off what's called PAPS, an intra-African payment platform, where they would sit behind. If I am a supplier from Nigeria, I don't need to, and I have Naira, I don't need to worry about Moroccan dinar or dollars or anything. I just focus on my supplying, and the platform behind would deal with all of the Forex issues. If we take about supply chain, again, the same bank have set up a platform called Mansa. If I'm sitting in Gambia and I want to know who can produce, who can supply me a certain product somewhere from Africa, because without any doubt whatsoever, trade is a brilliant thing. It's good for everybody. And the more you trade, the more wealth is generated. And the facts are, trade within Africa is relatively low. So it is a settled matter that we should trade more. It's settled. So the question is, do we spend lots of time repeating the same mantra, we should trade more, or do we encourage the people to get on with it, including trying things that may not even work? And the provocative statement I use to encourage especially our governments is that, as an observer who sometimes sits a bit outside of government, I say generally we are over-principled and underperforming. So we have all these broad things. I'm telling to government, for God's sake, we agree, you win. All of this is true. This is what we do. Get on with it. And reduce the obstacle of people getting on with it. So even sometimes the things you don't understand, take mobile money. When it started, it has revolutionized Africa, and Africa is the lead in mobile money. Started by Kenya, but right now I would say Somalia is #1 in terms of mobile money. When Safaricom went to the central bank and said we wanted to do M-Pesa mobile money, central bank says, I don't understand this. For many other countries or regulators, that would have been the end. They would stop it. But they said, go ahead, we would follow you and study and regulate. And it has changed sort of the financial ecology. I like actually the energy there, Jibril, and I like also actually the storytelling in the thing, and which leads me actually automatically to a direct question. Alors, est-ce qu'on doit être dans une logique top-down ou une logique bottom-up? Parce que c'est une très grande question. Are we actually to be on top-down approach or bottom-up? Because it shows also, ça montre aussi que quand on a en fait des initiatives privées qui marchent, le cas en fait du mobile money, ben ça devient par la suite institutionnalisé et ça devient même un best practice share par rapport à d'autres pays africains. Parfois en fait le secteur privé, il est beaucoup plus dynamique que le secteur public. D'accord. Ce qui me ramène en fait à un point très fondamental, et c'est ma question pour M. Areke, parce que tout à l'heure il a parlé de quelque chose d'important. La souveraineté, c'est aussi cette potence, ce pouvoir, cette capacité à prendre des décisions. D'accord, par les États, et qu'il faut protéger. On a parlé de l'aspect financier, on a parlé de la capacité à transformer la fragilité des infrastructures en une coopération mutuelle autour de projets qui sont solvables. Maintenant, où mettre la barre? And my question will be direct, Areke, Your Excellency. My question actually will be to you in English. So, no, it's okay. Actually, it's to make sure that you get it directly. So my point is very, very clear and very straight. Should we go into a model where it's the states that take actually the initiatives
for the funding, for the partnerships, for the election actually, which sectors have the priority, which should we also, in the same way, listen to the private sector, listen to the SMEs, listen to those that have the ability of working hand in hand together in more flexibility and far away sometimes from politics. Thank you very much. From the experience I have had over 30 years, I have been working as a government official in various capacities, as a mayor of Addis Ababa, as a minister, as special advisor to prime ministers, and also we have had extended research on African economic growth. And what the experience in Africa tells us and what the experience in Morocco tells us is that African countries who focus on transforming their economy, transforming their production structure, are the ones who are going to ensure economic sovereignty. Here, I think most of the audience is from Morocco, and I'm outsider. And I have been looking at Morocco for the last many years. I have traveled many times to do research. And for me, Morocco is one of the bright spots in the continent. Look at how the country has been able to achieve a thriving automotive industry in just a decade. Look at how Morocco has been able to develop industrial parks, industrial ecosystem, logistics hubs that can really sustain rapid economic growth. Morocco also, despite its constraints in green energy, that has been able to focus on renewable energy. Currently, we are conducting an extensive research across Africa on the greening of African economic development, because without greening, without carbon neutrality, Africa cannot be sovereign, because energy insecurity is linked with food insecurity. It's linked with debt stress. It's linked with dependence and vulnerabilities. So one of the countries we are focused to look at, which is included in our research, is Morocco. Morocco on the positive side. I don't mean there are no shortcomings or weaknesses. Every economy, every policy has its own both sides. But we see excellent initiatives, including, for instance, technological capability. One of the big initiatives this government has been able, or Morocco has been able to initiate, is the King Mohammed VI Polytechnic University, which is based on the model of, let's say, MIT, Stanford universities. So these are fundamentals. What does this tell us? If I link it with Ethiopian experience, what we have seen is all the policy we implemented are unconventional, are unorthodox. We will receive advice from the World Bank, IMF, do this, general prescription. We also know the fundamentals of the classical economy. But these are generic rules. They would not help you to design policies. And in order to ensure our sovereignty, we had to follow our own policies. And we often clash with some of the big institutions. Joseph Stiglitz, whom most of you may know, an economist, Nobel laureate, he included in his book, in 2000, the IMF instructed Ethiopia, ordered to open its bank. And the Ethiopian government objected, will not open the bank. The whole domestic industry will die. And IMF freezed all assistance. And Stiglitz mentions, who was the chief economist at the World Bank at that time, Ethiopia was on the right side. And it was IMF which was wrong. But it resisted. It had to pay some price, some cost, but it continued to protect its banking industry. So coming back in Ethiopia's experience, what we know is entirely being obsessed on the economic growth, on the economic development was the key. First, the country for 17 years war between 1974 up to 1991, when the military dictatorship was ruling the country, economic growth was zero, just zero. And from 1991, with the new government, and then from
1994, the economy started to grow 5.5% for 10 years. This was twice Africa's average. From 2004 to 2019, the economy was growing at 10.5% every single year on average. 10.5, one of the fastest. And for this huge investment in infrastructure was required, a lot of money, a lot of carbon neutral. I should mention, Ethiopia is probably the only country that's now entirely dependent on renewable energy. Huge investment in hydropower, in wind energy, and in order to do that, financing becomes critical, as my brother mentioned. And Ethiopia's approach has been based on tapping diversified sources, concessional loans, as well as commercial loans like selling Eurobond, and also treasury. Putting the money on the priority was a key element. For instance, Ethiopia is building the biggest hydropower dam in Africa, 6,600 megawatt, just a single project, the biggest ever built in this continent. And Ethiopia was not able to get any assistance, external finance for this. No loan, no concessional loan from World Bank, from European Investment Bank, even from Chinese. And what the government decided was to mobilize the whole nation to put up a bond for construction of that hydropower, which costs us about $7 billion. And it's now almost under completion. It had to be done by domestic mobilization. So a key element here is a long-term structural transformation trajectory is absolutely important, a longer vision. The government should have that vision, because without that, the private sector will have difficulty to operate. Without the Tanger-Med cluster, I think no investors would have come here. Even Renault would not have come here. And also, the government should be able to tap with the private sector. It should consult. It should have a dialogue. But the government's responsibility is not only for private sector, for the wider public. So always it has to balance. The public's interests are reconciled with the private sector's motive, which is profit. But it has to maximize, it has to build domestic capability, as exactly Morocco has been doing in the value chain in automotive. And this is the way that we need. The best way for economic sovereignty is focus on structural transformation. And the government has to be obsessed in development, in economic growth. And what data of the World Bank IMF shows is that in the last 4 or 5 years, if we cluster the whole continent in different categories, we have oil-rich countries, we have resource-rich countries, we have resource-poor countries. And the reality shows that it's the resource-poor countries which are making good progress in terms of economic growth. This leads us back to the point, it's not, what matters is not resources. What matters is not oil. What matters is not going to be copper or any mining resources. What is going to matter is the human capital, the policy, the commitment of the government. And I think Morocco is the best example to illustrate this. Thank you, Your Excellency. Excellent expose with clear structure and timeline. Allow me to, thank you very much for anticipating what I was going to do. Allow me to continue in French. Leadership est égal initiative et souveraineté est égal liberté. Je pense que c'était le début et la fin justement de l'intervention de son Excellence, de notre cher ami M. Areke Metik. Il y avait un philosophe camerounais qui est décédé dans les années 70, qui était lui-même disciple de Sédar Senghor, du Sénégalais, qui disait, je pense que son nom c'était Martien Thomas, qui disait justement que souveraineté c'était la liberté, la capacité des nations à décider sans que qui que ce soit leur tord le bras. Et on peut échelonner cela même à l'échelle des individus et de prendre des initiatives. Donc oui, en fait, on a besoin de prendre des initiatives leadership, et le Royaume du Maroc a la chance d'avoir Sa Majesté Roi Mohammed VI, un grand visionnaire, un grand leader qui pense au bien de son peuple et qui le fait passer avant toute autre priorité, et qui pense aussi au bien du continent africain, qu'il défend dans l'ouverture et dans la prospérité et
le respect mutuel avec nos amis européens, avec nos amis de par le monde, aussi bien en Asie que sur le continent américain. On parlait depuis tout à l'heure de financement, on a la Banque africaine de développement, on a beaucoup d'institutions internationales qui sont intéressées par l'Afrique, d'Asie, d'Europe, du continent américain. Mais ma question est, il y a cette grande opportunité, on est la veille de la COP28, n'est-ce pas? Et le Maroc avait accueilli l'une des COP les plus réussies à Marrakech, il y a de cela, comme à son accoutumé pour les grands événements internationaux, il y a de cela en fait quelques années, sous le patronage de Sa Majesté Allah Yansro. Alors, il y a cette notion de crédit carbone, qui aujourd'hui pourrait être une grande opportunité, une grande aubaine pour le continent africain, mais aussi pour l'Amérique latine, en matière d'agriculture, ce qu'on appelle en fait l'économie verte, mais aussi en matière d'économie bleue, relative à la santé, à l'éducation et les infrastructures qui sont reliées à cela. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et là, je reviens vers vous, Areke, rapidement. Comment en fait est-ce que justement cet argent, qui est immense, on parle de plusieurs trillions de dollars, même pas de milliards de dollars, qui peut être utilisé par le continent africain justement pour le développement de son secteur agricole, de ses infrastructures aussi bien éducatives que santé ou d'infrastructures tout court, comment est-ce qu'on peut en faire un modèle de coopération interafricaine et de bâtir une certaine interdépendance africaine garante de souveraineté? I think there are huge opportunities in terms of greening. From my perspective, one of the limitations in the approach to climate change and environmental sustainability in many African governments is the debate is still about just transition, about just energy transition, about fund coming from donor or advanced economies, which is absolutely right and a fair issue because climate change is a public good, it does have boundary, and those who contribute to climate change are advanced economies. The US per capita of greenhouse emission is 16 tons per year. Africa's average maximum, if we even incorporate South Africa, which is most carbon intensive, is just 1 ton. So they have obligation to do that. But do we have to wait until things happen, until these resources happen? Because we know that the advanced economies are dragging their moves. They are not acting. This is quite true. So there are two options, two paths. One is paths like countries like China are following. China is now taking a lead in green transformation, in electric vehicles, in new energy vehicles, in battery technologies, in solar, renewable energy, production capacity. New industries are being created. I'm referring China from mainly to represent emerging economies. Morocco is taking quite significant also measures in this respect, like OCP is now working on green ammonia, which is quite critical with Africa's agriculture. So here, the Morocco's initiative to mobilize resources to come up in this green climate is an important step, and I think there is the appetite and the interest also from some African countries to move, because all 54 countries are not going to move at one step. But this cooperation initiative will be quite important in terms of infrastructure connectivity, which contributes to greener economy and carbon neutrality, but also in changing the production transformation, because things have to happen in multiple industries. In all industries, the greening element, the carbon neutrality, is going to be the breadwinner. You cannot just neglect it. So I consider that as an important contribution. And also Morocco can demonstrate the practical measures it's taking in terms of policy lessons, in terms of policy experiences. And this is what I was earlier mentioning in this British economy research. We are focused. One of the things we want to understand is the positive lessons the government has come, the positive lessons from private companies in their strategy and capabilities. Wonderful. Thank you very much, dear Arike. Thank you, Your Excellency. Et vous avez préparé automatiquement la voie en fait pour notre cher ami Tiberi Youssef. Si Youssef, vous êtes l'institutionnel de ce panel, vous êtes aussi l'intervenant marocain
vu que je suis modérateur. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur les éléments qui font du Royaume du Maroc aujourd'hui un pilier de la paix et de la stabilité, notamment économique aussi dans la région, et une locomotive réelle en fait du développement, notamment dans des secteurs qui ont été mentionnés par l'ensemble des intervenants, aussi bien les infrastructures, port de Tangemed étant le plus grand d'Afrique et le plus grand de la Méditerranée, le nouveau port de Dakhla et celui de Nador. On parle d'autoroutes qui arrivent jusqu'à Guerguerat, on parle aussi en fait de l'electrical grid qui arrive aujourd'hui jusqu'à Guerguerat, on parle de cette énergie renouvelable, on parle même en fait dans le renouveau de cette capacité de transformer des intrants. On parlait tout à l'heure d'ammoniac. J'admire la connaissance de son excellence, de M. Harriquet du Maroc. Le Maroc est le plus grand importateur mondial d'ammoniac, vu qu'on n'en produit pas et vu qu'on n'a pas la matière première. On est en train de la transformer en une production nationale, notamment à travers l'hydrogène vert. 1 million de tonnes, si ma mémoire est bonne, pour arriver à 3 millions par la suite. Donc, qu'est-ce qui fait justement ce renouveau, cette dynamique en fait, de l'économie marocaine dans la continuité et aussi cette capacité du Maroc à jouer un rôle de locomotive pour tout le train africain? Si Youssef. C'est une vaste question, mais on va essayer d'y répondre raisonnablement. Déjà, je voudrais juste revenir sur quelques éléments qui ont été dits auparavant, sur la souveraineté économique africaine. Je pense que l'exemple du Maroc, il est pas mal dans ce sens-là, parce que nous, il y a un élément qu'on regarde en tant qu'agence de développement des investissements, et donc vis-à-vis des investisseurs étrangers notamment, mais pas que, les investisseurs nationaux également. Quand on discute avec ces gens-là, un des éléments clés de la négociation et de la discussion, c'est le taux d'intégration locale, c'est l'intégration locale. C'est comment votre investissement que vous allez faire au Maroc peut apporter le plus de valeur ajoutée, le plus d'activité pour des acteurs nationaux, comment vous les intégrez dans votre chaîne de valeur. Et je pense que c'est un élément clé qui a fait le succès d'ailleurs des écosystèmes aéronautiques et automobiles notamment, c'est le fait de pouvoir localiser de plus en plus de maillons de la chaîne de valeur localement et constituer ainsi une chaîne de valeur intégrée. C'est le cas et c'est le défi pour les secteurs du futur. Il y en a qui ont été évoqués par nos amis. L'hydrogène vert, c'est une vraie opportunité pour le pays. Pas que le Maroc, il y a beaucoup de pays qui se positionnent là-dessus. On est même la principale destination en ce moment en matière d'investissement. Il y a beaucoup d'annonces à travers le monde. Le Maroc, à la différence d'autres pays qui ont initié des projets dans l'hydrogène vert, c'est que le Maroc a pris le temps de réfléchir sa position, son offre, et c'est quoi ses attentes vis-à-vis de ceux qui veulent faire de l'hydrogène vert au Maroc. Ce qui était important pour le Maroc, effectivement, ce n'est pas juste de produire de l'hydrogène, pas produire du gaz ou de l'électricité, mais c'est d'avoir une chaîne industrielle autour de l'hydrogène vert. C'est comment valoriser le potentiel énergétique en potentiel industriel et donc en emploi, en création de valeur, etc. Donc c'est la même logique qui guide l'État marocain, c'est comment maximiser l'impact du potentiel, soit naturel, soit intellectuel du pays, en retombées économiques et en valeur ajoutée. Maintenant, le rôle du Maroc en Afrique et plus largement, on a la chance d'avoir un pays qui est à la fois stable, sage, et qui a une grande profondeur historique et culturelle. Donc, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, on a une vision claire qui s'est traduite par un nouveau modèle de développement, qui nous donne une trajectoire jusqu'à l'horizon 2035 et qui fixe des orientations, des axes de travail pour le pays, pour le moderniser, pour maximiser en matière première. On est en train de la transformer en une production nationale, notamment à travers l'hydrogène vert. 1 million de tonnes, si ma mémoire est bonne, pour arriver à 3 millions par la suite. Donc, qu'est-ce qui fait justement ce renouveau, cette dynamique en fait, de l'économie marocaine dans la continuité et aussi cette capacité du Maroc à jouer un rôle de locomotive pour tout le train africain? Si Youssef. C'est une vaste question, mais on va essayer d'y répondre raisonnablement. Déjà, je voudrais juste revenir sur quelques éléments qui ont été dits auparavant, sur la souveraineté économique africaine. Je pense que l'exemple du Maroc, il est pas mal dans ce sens-là, parce que nous, il y a un élément qu'on regarde en tant qu'agence de développement des investissements, et donc vis-à-vis des investisseurs étrangers notamment, mais pas que, les investisseurs nationaux également. Quand on discute avec ces gens-là, un des éléments clés de la négociation et de la discussion, c'est le taux d'intégration locale, c'est l'intégration locale. C'est comment
votre investissement que vous allez faire au Maroc peut apporter le plus de valeur ajoutée, le plus d'activité pour des acteurs nationaux, comment vous les intégrez dans votre chaîne de valeur. Et je pense que c'est un élément clé qui a fait le succès d'ailleurs des écosystèmes aéronautiques et automobiles notamment. C'est le fait de pouvoir localiser de plus en plus de maillons de la chaîne de valeur localement et constituer ainsi une chaîne de valeur intégrée. C'est le cas et c'est le défi pour les secteurs du futur. Il y en a qui ont été évoqués par nos amis. L'hydrogène vert, c'est une vraie opportunité pour le pays. Pas que le Maroc, il y a beaucoup de pays qui se positionnent là-dessus. On est même la principale destination en ce moment en matière d'investissement. Il y a beaucoup d'annonces à travers le monde. Le Maroc, à la différence d'autres pays qui ont initié des projets dans l'hydrogène vert, c'est que le Maroc a pris le temps de réfléchir sa position, son offre, et c'est quoi ses attentes vis-à-vis de ceux qui veulent faire de l'hydrogène vert au Maroc. Ce qui était important pour le Maroc, effectivement, ce n'est pas juste de produire de l'hydrogène, pas produire du gaz ou de l'électricité, mais c'est d'avoir une chaîne industrielle autour de l'hydrogène vert. C'est comment valoriser le potentiel énergétique en potentiel industriel et donc en emploi, en création de valeur, etc. Donc c'est la même logique qui guide l'État marocain, c'est comment maximiser l'impact du potentiel soit naturel, soit intellectuel du pays en retombées économiques et en valeur ajoutée. Maintenant, le rôle du Maroc en Afrique et plus largement, on a la chance d'avoir un pays qui est à la fois stable, sage, et qui a une grande profondeur historique et culturelle. Donc, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, on a une vision claire qui s'est traduite par un nouveau modèle de développement, qui nous donne une trajectoire jusqu'à l'horizon 2035 et qui fixe des orientations, des axes de travail pour le pays, pour le moderniser, pour maximiser, encore une fois, les retombées pour la population marocaine. Ça, c'est une chance, parce que c'est un cadre, c'est une voie qui nous est tracée et vers laquelle les efforts du gouvernement et des institutions convergent pour accompagner cette voie et ces directives. C'est un élément qui est central et très important par rapport à, dans mon métier, la relation que j'ai avec les investisseurs. La stabilité et la transparence, ou en tout cas la visibilité sur le long terme, c'est un élément central pour réduire le risque de l'investissement et pouvoir se projeter dans un pays, parce que se projeter dans un pays, investir dans un pays, c'est prendre un risque. Plus on a d'incertitude vis-à-vis de l'avenir, plus on hésite à investir. Mais quand on a un cadre, quand on a une vision, on est plus enclin à le faire. Donc ça, c'est un élément clé. Par ailleurs, le Maroc est c'est un peu l'ami de tout le monde. Encore une fois, de par mon expérience, moi, je vois beaucoup d'investisseurs chinois, mais je vois aussi beaucoup d'investisseurs européens, je vois beaucoup d'investisseurs du Golfe, je vois beaucoup d'investisseurs des États-Unis, et chacun nous regarde comme un partenaire et un allié. Parce que dans la réalité, on l'est. Dans la réalité, on a une position équilibrée, et je pense, encore une fois, sage, de balance entre les différents blocs qu'il peut y avoir dans le monde, parce que l'intérêt de tout le monde, et en fait, ça c'est peut-être une conviction plus personnelle, mais ce qui amène finalement la paix, c'est l'intérêt commun, c'est le développer des intérêts mutuels. Et donc, plus on a de relations d'intérêt mutuel, plus on a de la chance d'aller vers de la stabilité et de la bonne entente. Donc, effectivement, quand on parle avec nos partenaires internationaux, pardon, j'ai une mouche qui veut m'interrompre. Elle veut écouter, elle veut donner son avis, effectivement. Il y a ce consensus, disons, autour de la position marocaine et notre position ou notre action dans notre continent est également dans ce sens, puisque nous avons à travers le temps développé un nombre important d'accords bilatéraux et multilatéraux sur le continent africain et nous avons investi en Afrique, et donc c'est un témoignage de la confiance et de l'effort que le Maroc
souhaite apporter pour la croissance du continent. On peut le voir à travers le secteur bancaire, les télécoms, les assurances, on peut le voir à travers des projets que OCP a initiés en Éthiopie notamment, mais aussi au Nigeria et dans d'autres pays. On peut le voir en Côte d'Ivoire. Il y a un certain nombre de projets que vous connaissez bien, CMIN, mais qui sont portés par des entreprises de BTP, qui sont aussi des entreprises de services. Et donc ça témoigne de notre ancrage africain et de notre volonté d'accompagner le développement du continent qui sera le continent moteur du développement futur et de la croissance future, puisque c'est là où, disons, il y a le potentiel le plus important. Et politiquement, nous avons aussi un rôle diplomatique important au sein de l'Union africaine, au sein des instances continentales et internationales. Donc voilà, si on voulait résumer, il y a une position qui, à notre regard, est équilibrée et aussi clairvoyante, puisqu'elle veut, disons, maximiser montrer le mieux de chacun, et donc maximiser le potentiel au maximum de chacun de ses partenaires. Voilà, rapidement, si on peut peut-être résumer là-dessus. Je vous remercie infiniment, Sitber, parce que vous avez mis l'accent sur un point que très souvent on ignore. C'est celui du côté immatériel de ce leadership en fait, marocain, ou cette volonté marocaine de contribuer au développement de l'Afrique. On parle souvent des stratégies, elles sont très importantes, parce que déjà c'est un outil de communication, c'est un outil de fédération, c'est un outil de gouvernance. On parle de vision, et c'est très important qu'elle soit là. Mais il y a aussi un volet qui est immatériel, c'est celui des valeurs et de la culture. On a été ensemble dans des missions dans des pays africains, aussi bien des missions en fait, de haut niveau que des missions de caractère économique ou autres. Et je pense que ce qui nous partageait tous ensemble, ou l'élément qui nous fédérait tous ensemble, c'est cette volonté, c'était cette humilité déjà quand on est dans le continent africain. D'ailleurs, je donne en fait un exemple qui est très simple. Chaque fois qu'un frère ou une sœur africaine rentrait, je me faisais le devoir de me lever en soldat pour les accueillir. Et avec l'accolade, avec le respect, en demandant auprès d'eux, on l'a fait ensemble tout à l'heure, que je ne ferais pas forcément avec tout le monde, d'accord ? Mais je le faisais par bonne éducation, par bonne séance, mais c'était aussi une manière de dire à nos sœurs et à nos frères africains que nous sommes là aussi pour eux. Et ça, c'est très, très important. À chaque fois qu'on était dans une délégation, et d'ailleurs, en fait, je serais très heureux que la prochaine fois, si on a cette thématique de nouveau, qu'il y ait des femmes autour du panel, parce que c'est très important de les valoriser, qu'on essayait toujours d'avoir aussi, en fait, des sœurs et des africaines autour aussi du panel, parce que la femme africaine, elle a un rôle très important, très prééminent aussi à jouer, et un rajout, pas uniquement dans le cadre de l'approche genre, mais un rajout qui est réel, aussi bien par l'angle stratégique que par la capacité d'action. Mais il y avait aussi, ce que vous disiez si bien, cette histoire qui est commune. Le Maroc est un pays de commerce, c'est un pays d'ouverture, est un pays de paix. Les caravanes qui partaient justement, vous parlez tout à l'heure de Nigeria, Jibril. La première fois que j'étais à Kano, l'une des villes les plus peuplées du continent africain, d'accord, et j'avais le plaisir d'être avec le prince de Zaouzaou, qui était aussi Senoussi, qui était aussi gouverneur central de Lyon. Il m'avait posé la question, et c'est une anecdote incroyable. Il m'a dit en fait à quoi ça te fait ressembler. Bien sûr, en bon séant, je n'allais pas dire, mais il l'a dit à ma place, c'est une identique, c'est une jumelle de Fès, parce qu'elles étaient toutes les deux connectées par les caravanes. Et les caravanes, ce n'est pas uniquement des espaces de commerce, c'est des espaces de confiance, c'est des espaces de paix, c'est des espaces en fait de continuum humain, et non pas de séparation. C'est des familles qui se sont créées avec des mariages, c'est des rapports de confiance, c'est des concertations, c'est des rapports religieux, scientifiques, linguistiques qui se sont bâtis. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que c'est toujours important de le noter. Dans un regard récent, on a créé un grand espace de séparation qui est le Grand Sahara, le Grand Sahel, sur 3 millions de kilomètres carrés, allant du sud du royaume du Maroc jusqu'en Éthiopie et jusqu'à la mer Rouge, et on l'a érigé en grande muraille. Ça n'a jamais été une muraille. Pour nous, au contraire, c'était un pont civilisationnel, un pont de respect humain, un pont de culture, d'accord ? Et c'est les valeurs marocaines, c'est aussi des valeurs qu'on trouve chez nos chers amis de l'Abyssinie, de l'Habasha, et c'est tous nos sœurs et nos frères africains, et c'est ce qu'il faut renouveler. C'est pas suffisant d'avoir des policiers, et Dieu sait qu'il faut en avoir. Il faut encore encourager une culture de travail ensemble, une culture de valorisation mutuelle, ce que vous avez très bien dit, votre élément. Et il faut aussi un élément, c'est bâtir la confiance et parfois bâtir les bons partenariats.
Et ce mot bon partenariat, très souvent, il manque. Et là, je fais un petit témoignage. À l'espace de quelques semaines, j'ai eu l'honneur de rencontrer plusieurs présidents de fonds d'investissement, de mondes tout à fait différents, de capitalisation différentes, etc. Et ma question, elle est toujours, pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir, au-delà de l'aspect amical ou fraternel? Et le zoom était le suivant. Ils avaient tous les indicateurs, ils avaient tous les tableaux de bord, ils avaient tout le monde, toutes les meilleures études qui ont été faites. Mais ils avaient besoin de gens qui étaient capables de leur donner la solution. Et aujourd'hui, le Maroc est considéré comme étant un pays de paix, de stabilité, un pays ami de tout le monde, un pays qui tient sa parole en fait quand il la prend, c'est très important. Le NMD Sud, quand il a été lancé par Sa Majesté en novembre 2015, aujourd'hui c'est une réalité sur le terrain, avec des milliards de dollars qui ont été investis, avec des milliers de kilomètres de routes, avec des ports, avec de l'eau, d'électricité, de l'humain, mais également les engagements africains du Maroc ont été tenus. Et on fait passer souvent l'Afrique, non seulement on ne leur donne pas l'excédent, on leur donne ce qu'on n'a pas parfois, parce que c'est nos frères, c'est notre famille. Je rappelle ce qui s'est passé pendant le Covid, sous haute instruction royale, quand les avions partaient dans un ensemble de pays africains frères chargés de ce qu'on produisait localement. D'où l'importance de cette notion de souveraineté économique, soit les masques, soit le matériel respiratoire, mais aussi les médicaments, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on est perçu aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a besoin d'être là, et c'est pour ça que je mets l'accent aussi sur cela, parce qu'il faut passer ce flambeau au public. Quand on part en Afrique, et on est en Afrique, il faut être encore plus humble que lorsqu'on est quand on est chez soi. Il faut prendre le temps de connaître la culture, de connaître l'histoire, de connaître les langues locales. Il faut partir avec des solutions tout en étant dans l'humilité, parce qu'on n'est pas des donneurs de solutions, mais des solutions mutuellement bénéficiaires, mutuellement créatrices de valeur ajoutée et mutuellement créatrices de paix et de stabilité. Je parlais de novembre 2015, je parle aussi de novembre 2023 du discours de Sa Majesté qui est solutionnaire de cette problématique-là majeure, celle en fait du Sahel justement, où Sa Majesté met le point entre la paix et entre la prospérité, en proposant que la côte atlantique marocaine, sous souveraineté nationale, encore, toujours et pour l'éternité, soit justement une locomotive d'ouverture de cette région du Sahel vers le monde. Et encore une fois, la notion de demande dont je parlais tout à l'heure, si on a l'ouverture, on a les marchés internationaux, on a la diversification des partenariats économiques, on a la capacité de ramener du financement parce que ça devient du project finance et non pas du sovereign debt. Donc au lieu que ce soit, ça devient... Alors, je suis tenté, avec la permission de mes chers copanélistes, d'ouvrir, non pas en fait, ce n'est pas une séance de Q&A, mais des interventions du public et des questions. Comme ça, on est dans le dynamisme. Donc, si le public veut prendre la parole, juste veuillez nous faire l'honneur de vous lever, de mentionner le nom, et automatiquement, la personne à laquelle votre question elle est posée, et s'il vous plaît, une question la plus courte et la plus directe possible. Je vois, s'il vous plaît, allez-y. Micro. Nom et prénom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Tigri Alassane. Je viens du Bénin et je salue avec beaucoup de considération le modérateur ainsi que le panel. Et je les remercie pour le riche enseignement qu'ils viennent de nous donner. Et ceci étant, je pense que la souveraineté économique repose sur 3 piliers. Et la capacité de disposer de ces ressources financières, minières, etc. La capacité d'orienter ces dépenses et, troisièmement, la capacité de les assumer. Et ceci étant, je pense que on ne pourrait pas occulter la question des choix politiques. Donc, je pense qu'avec la souveraineté économique, il y a la souveraineté politique, et la souveraineté économique ne saurait être totale s'il n'y a pas la souveraineté politique, qui elle-même repose sur la souveraineté économique. Donc, de ce point de vue, je pense que quand on parle de la souveraineté économique, on devrait pouvoir voir dans quelle mesure la souveraineté politique elle-même est assumée. Deuxièmement, pour finir, je voudrais saluer le leadership du Maroc en ce moment en Afrique et souhaiter que de la même manière que
la souveraineté économique doit pouvoir impulser la souveraineté politique. Les investissements économiques que le Maroc assume en ce moment en Afrique sont très très importants, mais je souhaiterais que le Maroc aille un peu plus loin en assumant aussi des investissements politiques. Parce qu'en dernière analyse, le travail que fait le Maroc ne pourrait porter ses fruits que si cela aboutit à une Afrique unie, intégrée, et qui prenne résolument la décision d'assumer son leadership dans le monde. Une Afrique souveraine. Une Afrique souveraine. Donc, de ce point de vue, je pense que le Maroc doit travailler également à cela. Dépasser le travail économique qui est fait pour aborder résolument, avec confiance, le travail politique. Je vous remercie. Volontiers. Je prends très bonne note. Alors, j'aimerais bien que les prochaines interventions soient aussi des questions. Mais vous avez remarqué que, pour moi, en fait, le fait qu'un frère africain, en terre africaine du Royaume du Maroc, méditerranéenne et d'Atlantique aussi, prenne la parole en premier, ça veut dire que notre conférence, elle a déjà réussi. Pour moi, c'est une réussite. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lassane, qui vient d'un grand pays, le Bénin. Je vous invite à vous intéresser à l'histoire du royaume et de l'empire du Dahomey et l'empire du Bénin. Très grande nation que beaucoup d'explorateurs, entre guillemets, ont choisi d'ignorer pour faciliter et encourager la colonisation. Et un pays magnifique, d'ailleurs, terre de paix et d'intellectuels. On dit qu'ils ont les meilleurs juristes d'Afrique de l'Ouest et peut-être en fait d'Afrique. Donc merci de votre intervention. J'en retiens ce point très important. Il faut passer de l'idéologie séparatiste qui nous sépare à une culture du travail ensemble et de la souveraineté territoriale, économique et culturelle. Merci beaucoup, Monsieur Lassane. Ladies, je suis honoré. Et servi par une dame en plus. Hi, my name is Sarah Gewaz. I'm a student at International Institute of Higher Education in Morocco, in Rabat, more precisely. So first of all, I would like to thank you all for sharing your knowledge with us. It was a really, really interesting conference. I'm really happy to be here. And my question for all of you, actually, it's about border conflicts and their impact on sovereignty in Africa. Like, what are their impacts on sovereignty in each country, basically in Africa? Thank you. Can I rephrase and fix me if I'm wrong? Yeah, no problem. Just to make sure that I understood well. Yeah. So what you are saying so brilliantly, and thank you for taking actually the initiative, is we need to fix sovereignty of nations and protect sovereignty of nations, territorial nations, in order to enhance cooperation and transform their borders from zones of conflict to bridges of economy. That's what you are saying, right? Yeah. Thank you very much. Thank you Appreciate very much. it. And your applauses, please. We need to encourage actually young ladies. I think we can let our brothers actually answer on that. Mr. Arike. This is a very interesting point. The first thing we need to recognize is the boundaries in Africa are essentially a European colonial exercise. This was during Scramble of Africa that this was signed in Berlin. So it's not perfect, which means that it leaves a lot of space for conflict among countries. But the issue is, we as Africans, if we move beyond boundaries and we really focus on economic opportunities, African citizens are more likely to benefit from such type of cooperation, because ultimately the artificial or political boundary is so important in terms of sovereignty. Ultimate goal should be to improve the livelihood, the well-being of the citizens. So here we need to work at multiple areas. One is, first, neighboring countries should closely work
on bilateral level to create trust. And in many ways, the historical background or baggages may create problem, but this is a journey we have to walk. The second element is the sub-regional cooperation is also absolutely important, like ECOWAS or East African Community or SADC, etc. And this gives opportunity also to develop local content, local capability, domestic capability, because it creates more opportunity for productivity and economy of scale. And this requires an investment in infrastructure to improve connectivity and also to create some investment-friendly environment. The third level, we need to work at African Union level, African Continental Free Trade Area. I'm a member of the Trade and Industry Advisory Board of the AFCFTA, appointed by African Union Commission. and I should highlight, many expect a miracle to happen within a year or two. But if we look at the history of European Union, the European Union from the initial trigger aim was to ensure peace among European countries, because the biggest wars, diversity wars, occurred in Europe. They wanted to end it, and they came up with the European Union project, gradually coming to economic union, common currency, etc. And I should say, in 2020, African countries agreed to commence with African One Market, or AFCFTA, by January 1st, 2021, in the middle of COVID-19. And significant advances have been made, and this will create a joint voice to negotiate with other non-African countries, economies, and it's going to be an important tool. So we have to work at multiple levels, but the issue of boundary usually triggers nationalism and so-called patriotism. And this is quite a very dangerous threat in terms of populism, and it requires a wisdom and trying to look beyond that. So African countries should focus on improving mobility, waiving visa restrictions, creating economic opportunities across boundaries, across regions. But this is a very, very important political challenge, but we are making some good progress, I guess. Excellent, excellent, excellent. Let's listen to Mr. Mustafa Morahib, then actually take 2 or 3 last interventions from the public. Oui, non, je voulais dire tout à l'heure sur le fait que les États collaborent entre eux. Il y a un projet qui est lancé entre le Maroc et le Nigeria, un projet de pipeline qui partirait du Nigeria jusqu'au Maroc. Et ce projet est un projet fédérateur, intégrateur pour plusieurs pays d'Afrique qui pourront être desservis par ce pipeline. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet, mais on est très, très tôt, mais c'est pour montrer que c'est pas nécessairement par... comme pour l'Union européenne, c'est d'abord par l'économie que le partenariat et le développement se construit, et ce pipeline est un bon exemple. Un autre exemple d'un projet que je connais bien en Éthiopie, qui est le projet de Takoradi, de green ammonia et de production de green ammonia, sur lequel on travaille depuis 3 ans, qui a été arrêté justement à cause de conflits de frontières, notamment à cause de ça, avec le problème du Tigré et l'Érythrée. Mais vous voyez que ces conflits-là ont arrêté un projet de 3 milliards d'euros, extrêmement important pour le pays, parce qu'il permettait au pays d'avoir la capacité de produire les engrais pour toute la campagne agricole et d'être complètement autonome. On parlait de souveraineté économique. Et donc ces conflits, ben oui, effectivement, ils ont quand ils réémergent, malgré la volonté, des effets négatifs ou des impacts sur ces grands projets importants. Ce que je voulais juste préciser, c'est que le Maroc joue son rôle dans une collaboration sud-sud, dans plusieurs pays d'Afrique, joue son rôle parce qu'il y a des investissements qui sont faits, parce qu'il y a des partenariats qui ont lieu,
Je rappelle également que le Maroc est parti avec d'autres pays à la zone de libre-échange qui a été créée pour la liberté de circulation sans droit de tarif douanier entre 55 pays, États de l'Afrique. C'est un élément extrêmement important. Personne ne se rend compte aujourd'hui de ce que ça veut dire. Mais quand on reprend et qu'on voit que l'essentiel des pays africains regarde l'Europe, que l'essentiel des exports, 14% des exportations africaines sont des exportations qui sont utilisées en Afrique. C'est 48% en Europe et ailleurs. Je redis ce chiffre-là parce qu'il est important. La collaboration, elle existera quand on sera capable de créer les règles et quand on aura créé les conditions de paix, de frontières, mais aussi des règles qui permettent aux produits de circuler librement. Voilà. J'ai pris 10 secondes pour tempérer, parce que j'apprécie beaucoup la qualité et de la richesse de l'intervenant et des intervenants. Alors, 4,2 milliards de dollars, l'investissement de Dir Dawa. Erika, c'est ça? 4,2 milliards de dollars. Dir Shifa est une ville, je pense que c'est la deuxième d'Éthiopie, si ma mémoire elle est bonne. Chemin de fer, c'était la principale station en Éthiopie de chemin de fer, liée directement au port de Djibouti. Donc on arrive à Djibouti, il y a un quai qui est dédié, chemin de fer, électrifié, ça arrive à Dir Dawa, il y a une grande station, à côté il y a beaucoup d'industries, des hôtels, etc., si ma mémoire elle est bonne. C'est là où aura lieu le projet de l'OCP. Et ça, c'est toute la quintessence de la philosophie de l'investissement marocain. On n'exporte pas un produit fini. On est là pour créer de la valeur avec nos sœurs et nos frères africains. 4,2 milliards de dollars, ça veut dire qu'il y aura de l'infrastructure, qu'il y aura un chemin de fer qui sera renouvelé, qu'il y aura de l'électrification. Ça veut dire qu'il y a un port qui va être renouvelé aussi, ou au moins des quais, chez nos frères du Djibouti aussi. Ça veut dire qu'il y aura une production énergétique renouvelable, encore une fois, qui sera faite sur place. Un complexe aussi pour l'ammonium, ça va de soi, mais avec le produit et l'intrant local qui est le gaz. Et un gaz éthiopien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour produire des engrais, un équilibre de NPK, nitrate, phosphate et potassium aussi, et qui sera utilisé par qui? Par les agriculteurs africains qui seront accompagnés par un savoir-faire panafricain. Donc un mapping de terrain qui sera fait, un accompagnement de l'agricultrice et de l'agriculteur. C'est l'occasion aussi pour les financiers, aussi bien pour la microfinance que pour la grande finance, pour s'implanter. C'est l'occasion de développer un tissu d'infrastructures panafricaines, pas uniquement marocain, ouvert au monde. Et même pour l'investisseur étranger, c'est un tissu qui est sain. Il n'y a pas de corruption, les règles sont claires, il y a une garantie de paiement. Donc c'est le meilleur moyen pour attirer des investisseurs en fait en Afrique sur des projets qui sont vrais, constants et sur de bonnes bases. Et ça devrait même servir pour le Kenya, pour la Tanzanie et pour l'Afrique centrale ainsi que d'autres pays. Donc c'est toute la corne et même une partie en fait de l'Afrique centrale. Ça c'est le meilleur exemple pour répondre à Sarah de IHEM, c'est de la collaboration, d'accord, transborder. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la géopolitique. Dieu sait qu'on la connaît. D'accord, vous parlez à des gens qui connaissent très bien en fait le continent africain dans le détail. Mais n'empêche, on choisit de ramener des solutions au lieu de nous attarder sur les problèmes. Il y a quelques jours, on célébrait en fait un point de passage, un pont civilisationnel qui est celui de Guergueret, qui aujourd'hui sert à l'export de produits issus du Mali, du Niger, produits issus de la Mauritanie, issus du Sénégal aussi, à travers le sud du Maroc, bénéficiant du savoir-faire des entreprises marocaines et en allant jusqu'à l'Europe qui représentait jusqu'à il y a quelques temps 2 tiers des exports marocains. Notamment en fait plus que 2 tiers. 2 pays représentaient 2 tiers, que je ne nommerai pas, c'est des pays amis, en espérant développer nos exports vers d'autres pays, pas uniquement en Europe, mais ailleurs dans le monde aussi. Il faut être diplomate, et je le suis. Et donc, le Guergueret a été pacifié suite à une intervention d'un Pacifique, des forces armées royales, sous le haut leadership de Sa Majesté, commandant et chef suprême. Et ça s'est fait dans la paix, comme toujours le Maroc fait les choses dans la paix. Et aujourd'hui, le Guergueret est un pont civilisationnel, non seulement du monde vers l'Afrique, mais aussi de l'Afrique vers le monde. Un pont économique, un pont humain, parce qu'il y a des familles qui sont des deux côtés. Donc c'est le genre d'exemple dont on a besoin. C'est de projets qui sont réels, qui sont concrets, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. J'étais à Rome il y a de cela quelques temps, on en parlait tout à l'heure avec nos amis italiens, ils sont là. J'étais à la FAO.
Et c'était la journée mondiale de la sécurité alimentaire. J'avais l'honneur d'être invité d'honneur d'une de ces conférences. Et tout le monde s'attendait à ce que je donne des statistiques parce que j'aime les chiffres. Au contraire, j'ai ramené en fait des storytelling. Je leur ai dit, on a un problème de piraterie dans le golfe de Guinée qui existe depuis toujours. Et il y a un besoin mondial des protéines. Quel est le pont entre les deux? Tout simplement en transformant les centrales d'achat mondiales, des grandes multinationales qui produisent des restaurants, des centrales de distribution, ils s'engagent à acheter leurs protéines à partir d'un conglomérat panafricain qui, derrière, en fait des fermes des poissons, on encourage le petit pêcheur, on permet en fait au village de vivre dans le respect des règles, dans le respect des traditions. À chaque fois que vous enlevez la colère à un pêcheur dans le golfe de Guinée, à chaque fois que vous êtes sûr de ne pas avoir de pirates qui feront des actes de piraterie justement et qui feront obstruction à tout ce qui est en fait libre commerce et libre trade. On peut en parler dans la région du Sahel aussi, en transformant les frontières qui parfois en fait sont un espace de conflit et qui profitent à des groupes terroristes et des groupes extrémistes en des espaces de continuité, notamment pour de l'élevage de bétail, un savoir-faire qui est en fait dans la région, encore une fois répondant à un besoin mondial et régional, celui de la viande et celui de la protéine. On a besoin de gens qui connaissent le continent africain, qui l'aiment et qui ramènent des solutions réelles et ouvertes. On n'a pas besoin d'idéologie. On a besoin de gens qui aiment le continent parce que c'est important d'avoir des sentiments, mais qui ont un savoir-faire et une capacité de transformation sur le terrain. Et de gens intelligents. Si Youssef était intelligent tout à l'heure, tout comme tous mes panélistes l'ont été. Parce qu'il a parlé de cette capacité du Maroc à être un partenaire de confiance. On a une excellente relation avec nos amis italiens, on a une excellente relation avec nos amis éthiopiens. On a une excellente relation avec nos amis américains, canadiens, mais aussi avec nos amis chinois, avec nos amis japonais, argentins, etc. I didn't comment about the OCP project. That's what I'm saying actually. I'll comment a positive element on that. Please, with great pleasure. Le Maroc aujourd'hui, non seulement est un acteur de développement et de réalisation sur le terrain, mais il le fait avec humilité. Il ne le fait pas avec arrogance. Il sait écouter et apprendre. Et je vais exercer cela sur place en laissant la parole à son Excellence. Please. I was to say the OCP fertilizer project in Dreidawa is one of the best projects, I believe. Ethiopia and Morocco had enjoyed excellent relationships starting from the time of Emperor Haile Selassie when he visited in 1968 Morocco. And the new project, the fertilizer, is so important for Ethiopia because 35% of GDP comes from agriculture. And it's a big country with a lot of farmers, and fertilizer is quite important, which is now entirely imported. And it's also linked with the local gas generation, as well as linked with the electric-powered railway line, because energy is very affordable in Ethiopia. So I know that there has been some temporary delays and difficulties, but I'm very optimistic these things will improve. I also remember when I have been at the office of the Prime Minister as senior minister. His Excellency King Mohammed VI had made a visit to Ethiopia. On this occasion also I want to thank especially the leadership of OCP, our brother Mustafa. I would like to thank the entire team as well as all government agencies of the Moroccan government. So it's a super project, and despite the temporary delays, I'm optimistic it's going to make a good advance. Thank you, Your Excellency. I can't think of a better conclusion, but I keep my promises. Allez-y, un dernier mot. Il nous reste 1 minute 37 secondes, donc un dernier mot, mais le plus succinct possible. Allez-y. Hello, everyone. My name is Hedjo. I'm from IHEM, International Institute of Higher Education. She's my classmate and the president of IHM Consults, a business association. So I would rewind you back, all of you. Also, I would love to thank all of you for your wisdom and for sharing it with all of us here today. I would rewind you all to the start when you were defining the meaning of sovereignty here in Africa. And you discussed that to be sovereign as an African country is to be recognized by international organizations and to have a seat among the most powerful. My question is, does securing a seat really a sign of independence in reality, or is it just a facade? That's my first question. The second question is a country who designs its own policies safe among these powerful nations, and would they enable them to do it efficiently
Or will they intervene one way or another, knowing how prosperous Africa is and how much they try to bring it down? These were my questions, and thank you so much for listening. Thank you, Hadir. Thank you for taking this initiative. Jibril? Thank you so much. I emphasize the point about relationality. Because, yes, if you take political sovereignty at the United Nations, every nation has a seat, but we know that the power dynamics work there. I think that's what you are referring to. So that's why I say it's not absolute. In the gist of your question, none of these things are absolute, and they are constantly shifting. In fact, people forget, but about 40 years ago, China, the People's Republic, did not have the seat at the Security Council. In fact, it was Taiwan that had the seat in the United Nations. Today, China is a superpower, partly helped not by political developments, but economic development. So it's entirely shifting. Today, when we speak of Morocco and Africa, Morocco as a performer in economics, its star is rising. That was not the case maybe many years ago. So it's constantly shifting, which is a positive thing. It means that the work goes on. And I would just emphasize, in my view, the difference really is the governments, the leaderships that focus on the practical implementation. Because as the good professor says here, you have brilliant policies come, you even have the visions, you have the advice. The thing that makes the difference, that would then change your bargaining power, is to what extent do you do it, and to what extent do you do it well. But doing it first is even more important to doing it well, because it's only through the actual doing that we improve in how we do. So forget all of this big vision. To me, I get slightly frustrated about it because the visions exist, we know it. The difference is, can you get a leader, in this case, His Majesty, have been able to rally the whole nation around it and get people to get on with it, which I think, you know, it's the Nike advert, just do it. Thank you, Jibril. Great conclusions. Youssef, for the last word, please. Juste un mot, parce que sur la deuxième question, on a l'impression que on ne laissera pas l'Afrique ou certains pays sous-développés à se développer. Je voudrais juste peut-être partager que deux pays riches entre eux font plus de valeur ajoutée qu'un pays riche qui exploite un pays pauvre. Et donc, à un moment donné, ça devient plus intéressant d'accompagner le développement de partenaires comme ceux de l'Afrique pour faire soi-même plus d'argent que de les exploiter dans des conditions qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Donc moi, j'ai confiance au développement de l'Afrique et j'ai l'impression que c'est un intérêt global. Ce n'est pas qu'un intérêt africain, ça peut être un intérêt partagé. Alors, oui, il se doit d'être applaudi. Je félicite les panélistes d'avoir honoré la timeline et d'avoir honoré le temps. Je vous remercie d'avoir été un excellent public. Je pense qu'on est parti de la définition complexe de la notion de souveraineté, notamment économique, parce que territoriale, elle est vraiment indiscutable et c'est une base. Aujourd'hui, cette capacité à déployer un ensemble de mécanismes de travail ensemble, de déterminer des priorités, aussi bien en matière de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, énergie renouvelable, industrie de la santé et ainsi de suite, de transformer justement cette menace ou cette carence en matière d'infrastructure avec des mécanismes de financement qui sont innovants, aussi bien des PPP, du project finance, qu'en ayant recours aussi à des obligations en la mobilisation de la dette publique. On a été un panel pragmatique qui est passé de la vision à l'action, mais on a mis aussi l'accent sur l'importance justement de passer le flambeau à d'autres personnes, jeunes et moins jeunes. Et pour cela, il faut partager une vision commune, il faut développer une culture de l'amour de ce continent africain, tout en restant en fait ouvert vers le monde. Un plaisir, un honneur d'avoir été des vôtres. Merci d'avoir été un excellent public. Une photo.